Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique et normalement la vidéo devrait être assez courte parce que je vous montre toujours 4 graphiques par update graphique et là il y en a 2 sur lesquels en vrai j'ai pas grand chose à dire mais j'avais pas envie de rajouter un 5e au risque de vraiment rallonger la vidéo et je mets un point d'honneur à vous montrer tous les graphiques et tous les livres que je lis sur la chaîne. Donc c'est comme ça, c'est des très vieux graphiques que je pense qu'ils sont quasiment introuvables aujourd'hui. Au mieux ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance, et au pire vous serez là en mode c'est pas ouf. Mais écoutez, ça reste des graphiques que j'ai lus. Pour 3 d'entre eux, je les ai lus sur le week-end d'Amélie que j'ai fait début juin à nouveau. Et le dernier, bien, je l'ai lu je l'ai lu hier à l'heure où je tourne cette vidéo pour pouvoir la filmer. Je vous avais expliqué ça en vlog dans le courant du mois de juin. Et bref, on va commencer. Le premier graphique, c'est Vieil éléphant de Laurence Bourguignon et Valérie Deur. Et c'est une histoire très mignonne, très touchante. On est plus sur un format album que BD, puisque ça ressemble à ça à l'intérieur. Et en gros, c'est un très bon graphique, un très bon album pour aborder le deuil avec les plus jeunes. Parce que c'est pas toujours évident d'informer des enfants de 3 à 6, 7, 8 ans qu'une personne de leur entourage est décédée. J'ai été confrontée à ça il y a pas longtemps avec ma grand-mère et c'est vrai que expliquer ça aux enfants c'est très compliqué et ça peut être un bon outil. En gros, on va suivre un éléphant et une petite souris qui se sont rencontrés il y a des années, qui sont amis, et tu vois un tout petit peu la construction et l'évolution de leur relation jusqu'au jour où le vieil éléphant va expliquer à la souris qu'il va aller dans un certain endroit pour la fin de sa vie, parce que c'est ce que font les éléphants dans la nature, hein. Le cimetière des éléphants, c'est pas qu'un mythe, ça existe réellement. C'est un endroit dans lequel ils quittent le troupeau et ils vont là-bas tout seuls, littéralement. Bon là, il a pas vraiment de troupeau, il a cette petite souris. Et donc voilà, il lui dit ça. Et évidemment, la souris s'effondre, elle est en mode mais comment tu peux faire ça? Pourquoi tu veux partir maintenant? Tu as l'air encore d'aller bien, etc. etc. Et puis ensuite, on a d'autres éléments et d'autres événements dans l'histoire. Je vais pas non plus tout vous spoiler, ce serait quand même un petit peu dommage. Et c'est vraiment un très bon moyen d'aborder la fin de vie, le deuil, comment envisager ça de manière un tout petit peu positive, vous voyez, et comment tu peux, en tant que personne, te dire que ok, c'est triste de décéder, c'est triste de mourir, c'est triste parce que toi tu vas te sentir abandonné, mais peut-être que pour la personne en question, c'est mieux. C'est horrible à dire et je sais que c'est très difficile, mais je pense que vous voyez ce genre de cas où effectivement c'est mieux. Je vais pas en parler trop parce que j'ai pas non plus grand chose à dire et puis si je continue, les larmes vont pas tarder à nous rejoindre. Mais oui, vraiment c'est une histoire extrêmement touchante, extrêmement mignonne, c'est bien fait et vraiment pour les enfants ça peut être un bon moyen d'aborder le sujet, d'ouvrir la conversation. Vraiment je pense que c'est pas mal. Ou alors au contraire, une fois qu'on leur a annoncé, le lire avec eux, ça peut peut-être les aider. Enfin vraiment je trouve que pour les enfants c'est vraiment pas mal. On change totalement de genre avec la deuxième BD qui est Le Crocodile Amoureux, et je l'ai pas précisé mais ces deux là c'est des BD que j'avais récupérées à la bibliothèque parce que les gens les empruntent plus, parce que les bibliothèques font du tri régulièrement et donc ça fait partie des choses que ma bibliothèque donnait et donc je les ai prises parce que je me suis dit pourquoi pas. Et là vraiment j'adore les couleurs extrêmement pop, extrêmement flash, ça me rappelle tellement mon enfance, vraiment c'est... Voilà, en fait ça me rappelle, pour vous dire, les livres que je lisais, enfin les albums BD comme ça, qu'il y avait dans la salle d'attente du médecin quand j'étais petite. C'est ça que ça me rappelle. J'ai mis un peu de temps à trouver parce que chez moi je me rappelle pas qu'on avait des BD, des albums comme ça, c'est pas le cas. On avait les Tom Tom et Nana et des petits livres jeunesse comme ça, mais on n'avait pas réellement d'album. Mais du coup voilà, c'est chez le médecin que je lisais ces trucs là. Donc bref, Le Crocodile Amoureux de Daniela Culot, et en fait, eh bien c'est l'histoire d'un crocodile qui va tomber amoureux, sauf qu'il tombe amoureux pas d'une crocodile, c'est un peu visible sur la couverture, et du coup il essaye d'entrer en contact avec cet autre animal qui est de type féminin mais qui n'est pas une crocodile du coup. Il essaye vraiment d'attirer son attention, de pouvoir échanger avec elle, discuter avec elle,
mais il y a toujours un élément assez comique, assez drôle, et qui n'arrive que dans les BD comme ça, qui fait qu'il peut pas lui parler, il peut pas communiquer avec elle, il peut pas... elle ne l'entend pas, elle ne le voit pas, il y a toujours un truc qui fait que ça marche pas. Et voilà, c'est un peu ce comique de répétition où il va essayer vraiment à plusieurs reprises d'aller lui parler, de lui demander quelque chose, de lui dire qu'elle lui plaît bien, ou de passer du temps avec elle, et il y a toujours un truc qui coince. C'est très mignon, c'est très chou, je vous ai montré à quoi ça ressemblait à l'intérieur, c'est pas très long à lire. Et le message ici, je pense que c'est l'acceptation, parce que normalement, les crocodiles sont censés tomber amoureux, de crocodiles féminins, et inversement, vous voyez. Mais là, ils tombent pas du tout amoureux d'une crocodile, et donc ils tombent entre guillemets amoureux d'une personne qui n'est pas censée, avec qui il n'est pas censé être, c'est pas naturel qu'ils soient ensemble tous les deux, normalement, mais dans cet univers-là, ça le devient et ça l'est. Alors, je pense que c'est pas mal en forme d'acceptation. Alors ça reste avec des animaux, encore une fois c'est vraiment à destination des plus jeunes hein, pour ce genre de thématique et de sujet, mais franchement c'est pas mal fait. Et puis tu peux juste le prendre comme une petite histoire mignonne et gentille, tu la lis à ton fils, à ta fille, et puis voilà. Ou alors ça peut être quand il est un peu plus grand par exemple, peut-être quand il commence à se poser des questions, même à 12-13 ans, hein, ça peut être un moyen de déclencher quelque chose, vous voyez. Enfin franchement je trouve que c'est pas trop mal. On en arrive à l'échec cuisant de la vidéo. C'est rare qu'il y ait des BD avec lesquels ça le fasse pas du tout. Pour moi, j'abandonne beaucoup de livres et je vous parle de beaucoup de romans que j'ai essayé et qu'au bout de 30, 40, 50, 100 pages, j'arrête de lire. Pour les BD, c'est extrêmement rare que je les abandonne. Là, je l'ai pas abandonné, mais clairement, ça n'a ni queue ni tête selon moi. J'en ai parlé dans le vlog du week-end d'Amil. Vraiment. Donc c'est Amy et les derniers elfes, le tome 1, La Terre d'Asile, de Carbone, Barreau et Pienne. Et alors, je reproche souvent aux univers fantastiques qu'on ait un personnage principal qui ne comprend rien à rien, qui n'a aucune explication, aucune réponse à ses questions, voire qui ne questionne rien. On a un personnage, je sais pas, féminin en général, qui découvre l'existence d'un monde surnaturel, qui découvre qu'elle fait elle-même partie de ce monde surnaturel avec ses créatures surnaturelles et qui est en mode ok d'accord, je vais suivre des inconnus, je sais pas où pour faire je sais pas quoi, ils m'ont rien expliqué mais c'est pas grave. Et en fait on n'a aucune réponse parce qu'on n'a aucune question de la part du personnage principal. Et je suis en mode mais à quelle heure tu fais ça? À quelle heure tu pars dans le monde inconnu avec des gens que tu connais pas parce qu'ils t'ont dit que oh là là t'es une fille? Ça me paraît pas du tout réaliste. Et bien là, c'est totalement l'inverse. On a Amy qui est en train de se disputer avec sa mère au début de la BD parce qu'en fait, elle veut sortir, sauf qu'il y a un délire de elle a eu une mauvaise note, un truc avec un prof et tout, et donc sa mère l'a privée de sortir. Amy essaye de négocier tout ça pour sortir et finit par faire son adolescence dans toute sa splendeur en mode ouais, de toute façon, tu comprends rien, si je vais pas à cette fête, ma vie elle est foutue. Et elle se barre en claquant la porte. Un adolescent, vraiment un adolescent. Et puis, vraiment c'est le tout début de la BD hein, que je vous raconte, et puis son père rentre dans la pièce, et donc son père et sa mère vont discuter. Et alors cette conversation, elle sort de nulle part, elle est complètement lunaire, donc son père est en mode qu'est-ce qui se passe encore, donc sa mère lui dit bah elle veut pas sortir et tout, etc. Et son père lui répond, enfin elle veut sortir et je veux pas qu'elle sorte, et le père répond tu devrais quand même lui dire que son frère est un elfe. What? Ça sort d'où? Enfin, je veux dire, c'est marqué dans le titre, etc. Si tu as lu le résumé, tu sais qu'effectivement, le demi-frère d'Amy est enfin, le frère d'Amy est un demi-elfe ou un truc comme ça. Et qu'à un moment donné, elle va le savoir. Mais là, enfin, de la manière dont c'est amené, c'est pas amené en fait. Ça débarque de nulle part. Et donc, sa mère, et c'est pas fini, sa mère répond oui, tu as raison, Amy vient. Alors, tu as un frère qui est demi-elfe et... What? Enfin, c'est quoi ce début d'histoire? Vraiment, ça n'a aucun sens ce début d'histoire. Alors pour le coup, ça démarre vite, ça démarre bien, et t'as les elfes et les éléments fantastiques dès le début. On te détaille le truc, y a pas de problème. T'as l'impression que l'auteur ou l'autrice, ou je sais pas, la personne qui a imaginé cette histoire, avait toute cette histoire d'elfes dans la tête et voulait juste raconter cette histoire d'elfes et s'est dit bon, je vais juste faire une conversation entre mes 3 personnages au début, ni vu ni connu, puis après on part dans le monde des elfes, et hop hop, c'est parti pour l'aventure.
bah dans ces cas-là, crée que des personnages elfes, mets-toi dans un monde elfe de base, et fais-nous une voix off pour nous expliquer le monde. Enfin, je sais pas, vraiment, j'étais en mode, mais ça n'a aucun sens. Et alors, Amy, on lui explique ça, tu vois, et elle est en mode, ah ouais, trop cool et tout, je peux le rencontrer, je peux aller le voir. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, si ma mère, elle m'annonce demain que j'ai un frère qui est demi-elfe, parce qu'elle-même vient du monde des elfes et je sais pas quoi, je la regarde de travers. Alors même que je lis beaucoup de fantastique et que j'adore ça, je la regarde de travers et je suis en mode, maman, ça va, tu veux boire un petit peu d'eau, un petit thé, un petit café, peut-être ça va t'aider. Non, Amy, elle est en mode, ok, on y va. Vraiment, c'est lunaire, cet univers pour moi, c'est lunaire. En fait, l'univers en soi est pas nul, c'est assez bien fait, les elfes, les machins, les trucs, j'ai quand même continué, parce que j'étais en Bécanamie, et honnêtement, il me fallait les pages, tu vois. Mais l'univers est pas mal construit, c'est juste que ce point de départ totalement lunaire, avec des personnages qui... ça n'a aucun sens, vraiment, ça n'a aucun sens pour moi. Et puis après, on suit Amy, avec son frère, machin, bidule et tout. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais alors... honnêtement, mon cerveau a un peu déconnecté, hein. J'ai pas tous les passages en détail parce que après ça, mon cerveau était en mode mais c'est bizarre quand même cette conversation entre la mère, la fille, le père, le frère, le machin, le bidule et tout. Donc il y a quelques bulles que j'ai lues et que j'ai pas imaginé, donc je me rappelle pas. Ce que j'ai dit dans les dernières updates de lecture, bah, c'est la même chose. Mais en fait, j'essaie de vous montrer une planche du début parce que comme ça démarre extrêmement vite, mais après ça va vous spoiler. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu à l'intérieur. Je suis pas particulièrement fan ou pas fan des dessins. Donc je vais quand même vous montrer. Voilà, ça c'est les elfes. Bon, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais ouais, enfin franchement ça... Puis alors après il y a d'autres personnages, la magie et tout, enfin c'est un peu trop loufoque pour moi. Et un peu trop... En fait j'ai même pas envie de dire que c'est mal fait. C'est juste que... c'est un peu trop brusque quoi. Donc voilà. Et le dernier que j'ai lu, c'est Lily Medialuna, le tome 2, le tournoi de sorcellerie de Xavier Bonnet. Et alors franchement, j'ai adoré. Je n'arrive pas à me rappeler de ce que j'avais pensé et de ce que j'avais pu dire du tome 1, qui s'appelle La Pierre Magique, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment, ce tome 2, je l'ai adoré. Les pierres magiques, c'est ça, c'est le titre du tome 1. Donc là, au début, on a un espèce de récap résumé de ce qui s'est à peu près passé dans le tome 1, mais vraiment pas en détail, notamment l'événement de la fin du tome 1. Honnêtement, à là maintenant tout de suite, je ne me rappelle pas encore en détail. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, etc. parce que on revient un peu dessus, mais je m'en souviens pas réellement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'a pas empêché de lire ce tome 2 qui se passe au moment de Samhain et donc de Halloween. On a cette image là au début. En gros dans le tome 1 on rencontre Lily, donc c'est la jeune fille du milieu ici et à côté c'est ses deux meilleures amies. Et en gros dans le courant du tome 1, Lily qui sait depuis toujours qu'elle fait des choses que tout le monde ne fait pas, va découvrir qu'elle est une sorcière et va accéder à la bibliothèque des sorcières. La bibliothèque des sorcières c'est un lieu qui existe réellement dans le monde des humains, mais dans lequel se rendent les sorcières et les sorciers pour étudier la magie, etc., etc. Il y a des écoles de sorciers un peu partout dans le monde. Et donc, dans le courant du tome 1, Lily va découvrir tout ce monde-là. Et donc, le titre du tome 1, c'est les pierres magiques, parce qu'elle cherche sa pierre magique. Il n'y a pas de sorcière sans sa pierre magique. C'est pas possible de faire de la magie sans pierre. Donc, voilà, c'est tout le fil du tome 1. Et ici... on va avoir plusieurs personnages qui viennent de toutes les écoles de magie du monde, et donc il y a un tournoi d'organiser. Ce tournoi se passe, je pense que c'est le 30 octobre. Le livre démarre le 30 octobre, et donc on a toute la préparation du tournoi dans lequel on suit nos personnages, elle décore, elle prépare, etc., etc. Puis la journée du 31 octobre, il y a les épreuves du tournoi. Alors ça reste, pour la jeunesse, ça reste des enfants, on n'est pas dans des épreuves magiques, c'est pas un examen qu'elle passe, c'est vraiment un tournoi pour le fun, vous voyez. C'est pas comme le tournoi des trois sorciers quoi, enfin c'est le tournoi des trois sorciers, mais sans mort et sans ambition, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez léger, c'est pour le fun, vraiment, c'est pas un concours entre les écoles. Donc le 31 octobre, toute la journée, il y a des petits éléments et tout. Le soir, c'est Halloween. Et donc Lily en apprend plus sur Samhain, sur le nouvel an des sorcières, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là,
le fait que c'est à ce moment-là que la barrière entre le monde des sorcières et le monde des humains est le plus fin. Tout ça, il y a pas mal d'éléments, pas mal de choses qui sont mises en place. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très chouette. La BD est assez colorée, assez fun, mais ce sont des couleurs plutôt pastel, c'est pas agressif pour les yeux, je trouve. Et franchement, c'est hyper chouette. Évidemment, on a des passages comme ça, puisqu'on est en automne. Franchement, pour Halloween, c'est parfait. Hein. Si vous cherchez un truc pour le pumpkin, par exemple, dans la catégorie qui se passe à Halloween avec les sorcières, Samhain, je sais pas quoi, il y a toujours une catégorie où il y a le mot-clé Samhain, il me semble, dans le challenge de Gimose. Et bien, cette BD-là, elle est parfaite pour ça. Vraiment, moi ça m'a fait mon petit élément de Halloween en pleine canicule, en plein été. C'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi j'avais pas... Parce qu'en fait je suis tombée sur le tome 2 par hasard. J'ai pas cherché le tome 2 dans la bibliothèque, vous voyez. Ça m'était totalement sorti de la tête. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah oui c'est vrai, j'ai lu le tome 1 et j'ai pas avancé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas cherché. Dépôt légal octobre 2023. Donc je pense que s'il y a un tome 3, il est sorti. Faudrait que je me renseigne, mais en tout cas il est pas à ma bibliothèque. Donc je sais pas si le tome 3 est pas sorti, est prévu, est sorti mais pas dispo dans ma bibliothèque. Faut que je voie tout ça. Mais si le tome 3 est lié, je vais le lire parce que je trouve ça très chouette. J'en ai fini avec ces BD et avec cette update. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.